Maya Noël, directrice de France Digital. Bonjour Maya. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au Tech Fest. Tu vas nous parler d'innovation, de tech, d'entrepreneuriat, de France Digital, plein de mots que tu vas nous expliquer, justement pour raconter et pour expliquer ta venue aujourd'hui à cet événement grenoblois hyper tendance. Alors oui, je suis là aujourd'hui à Grenoble en tant que dirigeante de France Digital. Donc pour rappel, France Digital, c'est la principale association de start-up et de fonds d'investissement en Europe. On a un peu plus de 2000 adhérents et on représente les 15 000 start-up françaises en France, mais aussi à l'international, avec un bureau à Paris et également à Bruxelles. Et notre rôle depuis notre création en 2012, c'est de porter la voix de cet écosystème, à la fois en l'accompagnant au quotidien, le structurant, en faisant en sorte de créer des relations entre les entreprises, les investisseurs, les startups avec des plus grands groupes pour qu'ils deviennent leurs potentiels clients. Et puis, on va porter leur voix auprès des décideurs publics, des parlementaires français, des parlementaires européens. On discute avec les gouvernements pour faire en sorte que le cadre réglementaire et l'aide qu'on peut apporter aux entreprises pour qu'elles grandissent soient bien là. Quand tu as intégré France Digital? Alors moi, d'abord, j'ai intégré France Digital d'abord en tant qu'adhérente, puisque j'étais moi-même entrepreneur. J'avais une entreprise, une HR Tech, et j'avais notamment des enjeux pour pouvoir attirer les talents étrangers. Et ça a été tout le combat mené notamment par l'association pour qu'on puisse instaurer un visa French Tech qui permet d'accélérer le processus et attirer plus facilement des talents tech venus de l'étranger. Donc c'est comme ça que je suis rentrée chez France Digital. Et aujourd'hui, c'est normal que je sois ici à Grenoble parce que c'est quand même Grenoble et sa région, c'est un haut lieu de l'innovation. C'est une ville très connue à la fois pour son industrie et pour sa recherche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est ça la beauté de notre écosystème, c'est que France Digital, le mot digital ne veut plus rien dire aujourd'hui. C'est vrai qu'on a beaucoup accompagné, qu'on présente toujours beaucoup d'entreprises du logiciel, du SaaS, mais de plus en plus, en fait, l'innovation, nos startups, elles sont dans le domaine de la recherche. Elles sont très deep tech, en fait, parce qu'on a les moyens d'ailleurs de pouvoir financer tout ça aujourd'hui. C'est vrai qu'à Grenoble, il se passe beaucoup d'actions entrepreneuriales, technologiques, comme tu le disais, hein, innovation. Comme quoi, on est une petite ville, mais on fait beaucoup de choses. C'est quoi ton avis sur la technologie, l'état, l'avancée de la technologie en 2025? Faire un état de l'art en 2025, c'est compliqué. J'ai envie de dire que ça va tellement vite, ça change d'année en année. Moi, c'est l'écosystème d'innovation français que je connais et que j'accompagne depuis plus de 10 ans. Déjà, la transformation en 10 ans est assez incroyable. Ce que je devrais dire sur la partie française, c'est qu'on a des talents incroyables, on a des excellentes idées, on a notamment des chercheurs incroyables et je pense qu'on est reconnu mondialement pour ça. On a encore du mal quand même à créer des grands champions qui allient à la fois l'innovation et au final des modèles économiques. C'est vrai qu'on cherche encore nos géants de la tech. C'est aussi pour ça qu'on est né côté France Digital, c'est pour les voir émerger en France et en Europe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de beaux projets qui sont à un stade avancés, de plus en plus avancés, en tout cas, mais qui ont du mal à percer mondialement. On a quelque part, je pense, un défaut de marché. On est face à une concurrence internationale qui est très, très rude. Et on a du mal à émerger par manque de capitaux et aussi par un manque de marché harmonisé, notamment au niveau européen. Et il faudrait faire quoi justement pour aller renverser la tendance? Alors, je pense que c'est déjà un travail de très, très longue haleine. Je pense qu'il y a une forme déjà de comprendre les mécaniques de croissance. Je pense que ça a été un des principaux combats d'ailleurs de France Digital de vraiment éduquer notamment les décideurs publics sur ce que voulait dire prendre des risques. Qu'est-ce que le capital risque? C'est quoi cet argent qu'on investit dans les startups? Comment est-ce qu'on va le trouver? Aujourd'hui, l'Europe a de l'argent. Notamment, je pense qu'il y a une véritable aide publique pour financer la recherche et l'innovation. Ce qui manque, c'est un accompagnement du côté privé. C'est-à-dire que il y a une forme de mentalité au niveau français et au niveau européen où on ne prend pas assez de risques et on ne met pas assez notre épargne dans ce capital risque, dans le fait de prendre ce risque pour pouvoir financer et apporter à nos entreprises toujours plus de moyens, en fait, pour se battre d'ailleurs à armes égales avec nos concurrents qui sont américains et chinois. Justement, un jeune entrepreneur ou start-upper, tu lui dirais quoi aujourd'hui s'il a besoin de conseils? Alors, je lui dirais plein de choses. On Non, a mais le temps, déjà, tu peux. à l'entrepreneur, la première chose que je dis, déjà bravo, merci. Je trouve ça toujours formidable de se lancer. Il faut quand même être plein d'optimisme, de pragmatisme aussi, mais il faut de l'optimisme et de la vision pour se lancer. Et donc déjà, bravo pour le fait de se dire qu'on va vouloir innover et créer un projet ou un produit qui, quelque part, change le monde. Donc merci pour ça. Maintenant, le chemin va pas forcément être évident, mais il faut être résilient. Je pense qu'aujourd'hui, plus qu'avant, c'est quand même facile de se lancer, mais la route est très très longue, on va dire. Et c'est vrai que
on a eu quelque part une forme de narratif ces dernières années où on a essayé de faire rêver et ça a fonctionné, je pense, et ça a créé une forme d'engouement et j'en faisais partie avec des concepts comme The Family. On a parlé beaucoup de licorne. Enfin, il y a eu tout un narratif autour de cette Startup Nation qui, je pense, a fonctionné pour l'amorçage. Donc, ça a drainé beaucoup de personnes dans cet écosystème et je pense qu'il faut continuer à le faire. Mais il ne faut pas oublier de savoir que la route est très, très longue et que pour pouvoir évoluer, il faut surtout bien s'entourer. Et moi, c'est le seul conseil que je dois donner en tant qu'ancien entrepreneur et de par le métier que je fais aujourd'hui. Je pense que l'innovation, c'est cœur. On parle beaucoup de tech, mais en fait, derrière la tech, il y a beaucoup d'humains, surtout, et aucune belle entreprise ne peut fonctionner sans l'équipe qu'il y a derrière, de par les compétences et de par la capacité à collaborer, en fait. Et donc, moi, c'est ce que j'encourage n'importe quel entrepreneur, c'est surtout de bien s'entourer, aussi bien en interne dans son entreprise qu'avec des partenariats qui vont nous permettre de grandir. J'ai rencontré une dizaine de personnes pour des interviews aujourd'hui et à chaque fois, ils me parlent de bien s'entourer, d'être dans un réseau, d'être ensemble. Tout seul, on va pas très loin. Oui, on peut pas aller très loin tout seul. Et puis surtout, en fait, moi, ce que j'ai découvert et ce que je n'arrête pas de découvrir au final, c'est que c'est beaucoup les rencontres, et notamment avec des personnes qui sont passées par des phases plus avancées que nous, qui ont plus d'expérience, qui ouvrent les horizons. Et monter une entreprise innovante qui va changer le monde, qui va grandir très, très vite, très, très fort, ça nécessite une sacrée ambition, une sacrée vision. Et pour se la forger, c'est compliqué de le faire tout seul. Il faut forcément s'inspirer et se sentir accompagné. Parlons un peu d'IA. Oui. C'est dans toutes les bouches, hein, forcément. Oui. On entend des gens glorifier l'IA, des gens pestiférer sur l'IA. Toi, tu en penses quoi et tu voudrais transmettre quoi autour de ces thématiques? Moi, l'intelligence artificielle, ce que j'en pense, c'est que déjà, c'est un concept qui n'est pas né hier. Enfin, je pense qu'on en parle beaucoup depuis la vague de Generative AI. Donc vraiment, en fait, l'IA s'est démocratisée. Parce que l'IA existe depuis très longtemps. D'ailleurs, on a sorti une cartographie cette semaine avec France Digital qui essaye de répertorier toutes les startups françaises de l'IA, en mettant notamment les cas d'usage qui sont faits avec l'IA. Et ce dont on se rend compte, c'est que des entreprises qui n'ont pas 3 ans, c'est des entreprises qui, pour la plupart, ont plus de 20 ans. Donc, ça me fait un peu sourire qu'on parle beaucoup d'IA. Et surtout, je pense qu'on a tout un imaginaire autour d'une intelligence artificielle, sauf que c'est pas une intelligence. L'IA, en fait, c'est une forme d'automatisation intelligente de toutes les données qu'on a pu agréger depuis qu'on a eu cette transformation numérique. Et ça, en fait, c'est une évolution assez logique, assez bluffante, effectivement, parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA générative, ça prend des formes assez inattendues qui va avoir le même langage que l'être humain. Et c'est ça qui change, qui a changé là récemment, c'est cette interface homme-machine qui est en train de totalement changer, pour laquelle on n'a plus besoin d'être un super développeur, un super scientifique pour communiquer avec la machine. Et à un stade où c'est tellement présent dans nos vies, ça s'est tellement diffusé que parfois on utilise de l'intelligence artificielle sans même s'en rendre compte. Donc, moi, qu'est-ce que je pense de tout ça? Je pense que ça ouvre une nouvelle vague de transformation à la fois de la vie privée et de la vie en entreprise de par son accélération de diffusion. Au même titre qu'on a connu une phase de digitalisation, là, on va connaître une phase d'IAisation, je pense, d'une certaine manière. Et cette vague-là, il ne faut pas qu'on la rate, parce qu'on sait que côté France, côté Europe, on est passé un peu à côté parce qu'on a vu l'émergence, notamment aux États-Unis, d'hyperscalers. Donc, c'est des entreprises qui se sont vraiment constituées autour de la donnée et qui, aujourd'hui, trustent une valeur économique hallucinante. Enfin, c'est des entreprises qui sont devenues plus imposantes que certains pays, avec un pouvoir, un rapport de force assez hallucinant. Donc, tout ça pour dire que l'IA, c'est une nouvelle révolution, qu'elle ne doit pas nous faire peur. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à démystifier ce que ça veut dire, à tuer ce mot d'intelligence qui va remplacer l'humain, parce qu'en fait, c'est juste là pour automatiser les tâches, effectivement, qui sont très répétitives et pour lesquelles un être humain, en fait, a très peu de valeur ajoutée. Mais ça, c'est pas évident, il faut le faire comprendre à la société. Donc, je pense qu'il faut continuer à vulgariser le sujet, à peut-être le simplifier parfois, à peut-être ne pas se prendre les yeux en plein phare comme un lapin qui regarde une voiture en se disant « Waouh, OpenAI, waouh, DeepSeek, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et en fait, aller plus concrètement se poser la question de à quoi ça sert et comment est-ce que l'usage qu'on en fait est un usage responsable et un usage qui va être durable. J'entends par là que ce qui est assez intéressant dans l'écosystème français, c'est que les entreprises de l'IA, c'est pas vraiment celle que l'on croit. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent l'IA dans la santé. C'est le secteur le plus représenté. Et ça, c'est des usages, quand on y réfléchit, quand on parle concrètement de l'usage qui en est fait, à savoir
Moi, j'ai une entreprise que j'adore parce qu'ils utilisent vraiment l'intelligence artificielle de manière très matérielle. C'est l'entreprise Wondercraft. Oui. Wondercraft, c'est des exosquelettes. Et c'est grâce à l'intelligence artificielle que ce squelette, ce robot, va pouvoir vraiment s'adapter à la personne, éviter les chutes et donc redonner la possibilité à des paraplégiques de Ouais. marcher. C'est ça l'usage de l'IA. Et c'est ça qu'il faut expliquer. C'est vraiment à ça que ça sert. Donc, pour revenir à mon propos, c'est que il faut que ça serve à quelque chose. Oui. Et c'est le cas aujourd'hui. Il faut que cet usage-là soit le plus responsable possible parce que, effectivement, comme n'importe quel outil, et en l'occurrence, c'est un outil puissant, si on s'en sert mal, on peut faire des choses graves avec. Et c'est pour ça qu'on a un texte européen qui est sorti, qui est l'IA Act, et qui interdit certains usages. Et je pense que même si ça peut être contraignant par certains aspects, la philosophie de l'IA Act, de vouloir réglementer l'IA, bah, c'est plutôt une forme de courage de la part de l'Europe, même si ça peut être critiquable à plein d'égards. Encore une fois, je pense qu'on met beaucoup l'accent sur voilà, les États-Unis qui innovent, la Chine qui copie et l'Europe qui réglemente. Moi, je pense que c'est surtout un message que font passer les lobbies américains, honnêtement. Ouais. Parce que la Chine ne fait pas que copier et l'Europe ne fait pas que réglementer. L'Europe innove aussi. Maintenant, il faut se donner le pouvoir de faire émerger tout ça. Et par ailleurs, je pense que la voix de l'Europe est assez intéressante sur l'aspect durable de l'IA parce que derrière cette nouvelle révolution, il y a des vraies questions qui se posent en termes d'énergie que ça va consommer, et la pollution que ça va créer. Et je pense que c'est un outil qui peut être hyper bénéfique, qui va nous faire gagner plein de choses, mais il faut faut que dès la conception de cet outil, la notion de durabilité, d'accessibilité, d'inclusion et de responsabilité soit vraiment là, dans l'ADN. Et c'est peut-être ça la révolution qu'on peut gagner côté Europe. Justement, ta vision 5 ans, 10 ans, 15 ans sur la tech ou l'innovation, ça serait quoi? C'est compliqué. Déjà, j'ai du mal à me projeter sur 2 ans sur qu'est-ce qu'on va voir apparaître parce que en fait, c'est vraiment c'est plein de surprises. Et encore une fois, cette vague de l'IA générative, on la voyait pas arriver comme ça, aussi vite, une espèce de déferlance d'adoption très très rapide. Comment je vois le monde de l'innovation et de la tech d'ici 10 ans? Euh, je pense que déjà, il va y avoir beaucoup de révolutions toujours dans le domaine de la santé. Je le dis, mais on voit déjà les premiers effets arriver et ça va aller crescendo et ça, c'est quelque chose d'ultra positif. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on va réussir à passer d'un monde où on guérit à un monde où on arrive à faire de la prévention et grâce justement à toutes ces données, on va arriver à anticiper. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique. Le rêve que j'aurais, parce qu'en fait, j'ai du mal à me projeter, je peux pas prédire et je pense qu'on peut pas lire l'avenir. Souhait, effectivement. Non, mais le rêve que j'ai, c'est que ce qu'on a réussi à transformer quelque part en France, à redonner une forme de fierté d'être français quand on est en tout cas à mettre la French Tech sur l'échiquier au niveau international et à se dire qu'on est capable quand même de grandes choses, même si on est toujours limité. Continuer de progresser toujours dans ce sens-là et pas décélérer parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe quand même, c'est que depuis 2023, on sent une forme d'instabilité, il y a un manque de narratif. Justement, je parlais du narratif où est né quelque chose d'assez extraordinaire, où on s'est dit qu'on était nous aussi capables de créer, qu'on s'est fixé le cap de créer des licornes. Le cap d'après, il est plus si évident. Et donc, mon rêve, c'est qu'on arrive à se projeter et se dire on a un grand projet pendant 10 ans qui est de vraiment faire en sorte que l'Europe, et 10 ans, c'est même trop court, hein, j'ai envie de dire, mais vraiment se dire qu'on garde le cap et qu'on réussit à construire l'Europe, qu'on arrive à créer un marché unique, qu'on arrive vraiment à créer des projets d'innovation qui ne sont pas simplement à l'échelle nationale, mais qu'on construise l'Europe grâce à la tech. Ouais. Et si tu avais un dernier mot, un coup de gueule, une pensée à transmettre aujourd'hui, ce serait quoi? Je pense que j'ai dit, moi, mon coup de gueule du moment, c'est de dire la route est dure quand on innove, quand on entreprend, surtout quand on fait face à une grosse concurrence et que c'est comme l'enjeu est tellement grand qu'il faut savoir rester concentré sur son jeu. Et le jeu, quand on monte une entreprise, c'est de faire du business. Et donc, je pense que il faut pas se laisser happer, se laisser décourager par effectivement le contexte géopolitique, par des cycles économiques qui sont pas toujours favorables. Il faut savoir se rester concentré et pas oublier que oui, quand on crée une entreprise qui plus est innovante, la route est longue et il faut pas se décourager. Merci Maya, c'était un échange précieux et si on peut faire bouger, évoluer les consciences ou apporter notre petite pierre à l'édifice on essaye, on fait à ce qu'on peut. travers cet échange. Merci beaucoup. Merci.